Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien les municipales et les communales après les législatives. Quel enjeu? Une interrogation, et celle-là, c'est bien notre invité sur ce plateau qui va y répondre. Expert électoral, conseil technique à la communication du ministère de la Communication et de la Poste. Il est bel et bien sur ce plateau. Clotaire Olinde, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. Eh bien, depuis 2016, des réformes s'opèrent encore dans tous les secteurs concernant le secteur de la politique, bien sûr. Elles sont éprouvantes pour certains acteurs politiques. Clotaire Olinde, comment appréciez-vous aujourd'hui, avec un peu plus de recul, les réformes politiques opérées sous le régime de la rupture? Merci beaucoup, monsieur Agua. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Comme vous l'avez si bien dit, depuis quelque temps, je m'étais fait un peu rare sur le plateau, mais ce n'était pas parce que je ne voulais pas opiner, mais c'est parce que justement, je voulais donner un peu de temps pour voir l'évolution de ces réformes dont vous parlez. Parce que depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, plusieurs réformes ont été engagées dans tous les secteurs, que ce soit au plan politique, économique, social. On voit que le pays bouge. Et justement, au plan politique, la principale réforme, c'est la réforme du système partisan. Et cette réforme s'est concrétisée aujourd'hui par le vote surtout d'un certain nombre de lois, à commencer par notre loi fondamentale, la Constitution, la loi 90-032 du 11 décembre 90, portant Constitution de la République du Bénin, qui a été modifiée la nuit du 1er novembre 2019 dernier. Nous avons eu des lois subséquentes, la loi portant charte des partis politiques, la loi portant code électoral, la loi portant financement des partis politiques, la loi portant statut de l'opposition. Et donc, un ensemble de lois qui ont été progressivement mises en place pour asseoir cette réforme du système partisan. Et évidemment, comme vous avez su bien le dire aussi, cette réforme ne s'opère pas sans bousculer certaines habitudes. Tout comme les réformes économiques se font un peu dans la douleur parce qu'il faut faire des sacrifices, il faut se mettre vraiment au travail pour pouvoir produire des résultats, obtenir des fruits. De la même façon, les réformes politiques n'ont pas été sans douleur puisque nous avons pris l'habitude pendant des années de fonctionner d'une certaine manière. Et cette manière dont nous fonctionnions, nous devons reconnaître qu'elle n'était pas la meilleure. Parce que si elle était si bonne que ça, on n'en serait pas arrivé à l'étape où le système politique, le système partisan était devenu décousu. Ça partait dans tous les sens, il n'y avait pas de lisibilité, il n'y avait pas les partis politiques, en tout cas ceux qui en tenaient lieu, n'animaient pas effectivement la vie politique, ça appartenait à des individus, les membres des partis n'avaient aucune emprise sur leur parti, ainsi de suite. Et donc, au regard de ce diagnostic qui n'était pas favorable à un décollage au plan économique, parce que, quelque part, quoi qu'on dise, les deux sont liés. Le système politique permet aussi de déterminer la ligne économique. Donc, le chef de l'État a pris la décision courageuse de taper dans la fourmilière. Et aujourd'hui, après quelques mois, parce qu'on n'a pas encore fait plusieurs années d'expérimentation de ces nouvelles réformes qui sont en train d'être mises en place, je pense que tout le monde doit s'accorder à reconnaître que nous avons évolué. Nous avons évolué sur un certain nombre d'habitudes, sur un certain nombre de plans. Et le principal objectif de cette réforme, de mon point de vue, est atteint ou est en train d'être atteint, c'est-à-dire rationaliser le paysage politique. Aujourd'hui, vous aurez remarqué que les micro-partis auxquels nous avons été habitués pendant des années sont en train de disparaître ou ont pratiquement tous disparu.
Nous avons aujourd'hui de grands ensembles politiques qui se sont mis en place, même s'ils ne sont pas encore complètement consolidés, ça se fera avec le temps. Mais aujourd'hui, il y a 11 partis politiques, par exemple, régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Alors ça nous change des 250 et quelques qu'on avait en 2018 encore. Ça, c'est une grosse avancée qu'il faut saluer. Parce qu'avec 250 et quelques partis politiques, vous ne savez pas qui défend quoi, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Donc aujourd'hui, avec cette clarification, nous avons de grands ensembles politiques au niveau national dont les animateurs sont présents sur toute l'étendue du territoire. Et avec le code électoral qui vient renforcer les conditions de participation aux élections, on se rend compte que les partis politiques qui existent aujourd'hui peuvent prétendre effectivement présenter des projets aux populations et espérer récolter une adhésion assez significative. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue de la rationalisation du paysage partisan, je pense qu'il y a un grand pari qui a été gagné. Il reste maintenant à parfaire le processus, parce que je l'ai dit et je le répète encore, on ne peut pas dire que cette réforme est déjà achevée. L'arsenal juridique est mis en place, les grands ensembles politiques sont mis en place, les principales options sont connues. Il reste maintenant à ce que dans la pratique et avec le temps, on puisse progressivement aboutir à une stabilisation de notre système politique qui nous permette de nous préoccuper désormais plus, ou plutôt de l'orienter désormais, ce système politique, plus vers le développement que vers une scène politicienne faite de tripatouillage, de jonglage tel que nous l'avons fait jusqu'en 2017. Vous disiez tantôt qu'on est sur la bonne voie, mais aujourd'hui on assiste encore à une transhumance politique. C'est d'ailleurs ce qui nourrit l'actualité en ce moment, les transhumances politiques, les démissions des partis, même si on n'en a que 11 actuellement reconnus. La transhumance continue de faire son chemin. Est-ce que ce n'est pas quand même un échec de ce côté-là en ce qui concerne la réforme? Non, ce n'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas un échec, puisque la question de... Certains disent qu'en disant transhumance, on est péjoratif. Ils préfèrent utiliser le mot nomadisme politique. Nomadisme politique. La question du nomadisme politique, pour régler cette question-là, de façon, j'allais dire, légale ou législative, il faut nécessairement retoucher à la Constitution sur cet aspect-là. Parce que la difficulté à légiférer sur la question provient du fait que dans notre Constitution, il est clairement dit que il est consacré la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association. À partir du moment où une Constitution consacre la liberté d'association, cela signifie tout simplement qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de choisir d'appartenir à telle ou telle autre association. Donc, si aujourd'hui, une loi est votée pour dire qu'on interdit que quelqu'un quitte un parti politique pour un autre, il suffit qu'il saisisse la Cour constitutionnelle au motif de la violation de son droit d'association et la Cour lui donnera raison. Or, vous aurez remarqué que la révision de la Constitution qui a eu lieu est consécutive à un dialogue politique. Lequel dialogue politique a fait des recommandations et le pouvoir, le gouvernement ou le président de la République et l'Assemblée nationale, puisque ce sont ces deux institutions qui sont intervenues dans la mise en place des recommandations, ils ont de part et d'autre fait attention à ne pas aller au-delà des recommandations issues du dialogue politique. Mais ils sont allés au-delà quand même des recommandations. Ils auraient pu également tenir compte de cet aspect-là, puisque la Constitution a été déjà touchée. On reviendra peut-être sur ce que vous appelez sont allés au-delà. Parce que moi, quand je vois ce qui a été fait... suffisamment de temps, peut-être dans un autre débat, on va le faire. Parce que quand... Moi, je vais ouvrir rapidement la parenthèse et la fermer, peut-être pour ne pas faire long. Parce que quand les gens disent qu'en créant un poste de vice-président, on a été au-delà des recommandations, parce que je suppose que c'est de ça que vous parlez, mais ils oublient qu'en réalité, ce n'est qu'une conséquence d'une des recommandations du dialogue politique. Donc ce n'est pas que le gouvernement ou l'Assemblée nationale sont allés chercher autre chose que ce qui a été recommandé, mais ils n'ont fait qu'aller au bout
des recommandations parce que, en retenant les élections générales, cela a des implications. Et pour régler ces implications, c'était une formule qui a été retenue. Donc, je redis encore une fois que les acteurs ont évité d'aller au-delà des recommandations. Et à partir de ce moment, cet aspect de liberté d'association n'a donc pas été touché. Et lorsque vous ne touchez pas à cela, il faut comprendre que les lois qui vont découler de la Constitution ne peuvent pas y remédier. Par contre, il peut y avoir des dispositions politiques qui permettent de contenir ce phénomène. Parce que ce n'est vraiment pas intéressant. Ça ne fait pas, franchement, moi, personnellement, je suis gêné de voir que chaque week-end, on assiste à ce phénomène où des gens sortent pour dire nous quittons tel parti pour aller à tel autre. Oui, des gens qui ont même quitté et qui sont revenus encore en quelques semaines. C'est véritablement gênant et il faut qu'au niveau politique, les partis politiques et les populations apprennent à sanctionner ces personnes-là pour leur ôter cette envie de continuer à faire cette gymnastique. Je crois que la sanction, quand bien même elle ne peut pas être, pour le moment en tout cas, elle ne peut pas être introduite dans les tests, peut s'appliquer à un autre niveau, au niveau politique. Si vous faites cela, vous faites cette gymnastique, vous présentez devant les populations, on va vous sanctionner dans les unes. Voilà. Vous positionnez sur des postes, on vous sanctionne au niveau de votre parti, je crois que vous allez Les élections municipales et communales sont à notre porte et puis nous savons qu'on a eu des élections législatives plus ou moins difficiles qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans quel état d'esprit devons-nous aborder ces élections qui arrivent? Et déjà, pour répondre à cette question, je crois que nous devons déjà nous mettre dans l'état d'esprit d'oublier ce qui est passé. Parce que, effectivement... Pas facile. Évidemment que ce n'est pas facile, parce que ça a été une période difficile pour notre pays et personne ne peut le nier. Donc, c'est une réalité que nous avons vécue. Il est vrai que les interprétations divergent. Certains diront qu'ils ont été exclus, mais d'autres diront que non, ils ont refusé de se conformer aux tests. Alors, si on doit continuer ce débat-là, on n'en sortira pas. Ben c'est vrai qu'il y a eu quand même des erreurs mineures et majeures, des fautes mineures et majeures. Bon, mais, donc, non, ça a été des éléments qui ont permis aux gens de se sentir exclus. Mais bon, oui, bon, se limiter aujourd'hui à la question de fautes mineures, fautes majeures pour justifier ce qui s'est passé, je trouve que c'est réducteur. Encore que la Sénat qui a évoqué la question dont vous parlez a justifié pourquoi ceci et non pas cela. Et a dit ce qui a été appliqué à tout le monde. Revenons à l'état d'esprit. Donc, déjà, il faut que nous mettions dans le passé où il se trouve les législatives qui se sont déroulées avec toutes les difficultés que nous avons connues. Mais au lendemain des législatives, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que les acteurs se sont assis. Ils se sont assis, ils ont fait un travail pour essayer d'améliorer ou de corriger ce qui n'a pas marché à l'occasion des législatives. Et donc, c'est ce qui a occasionné la relecture de la charte des partis politiques, qui a occasionné la relecture du code électoral. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la relecture de ces tests, le temps, malheureusement, on a déjà avec dépassé. la relecture de ces tests et les dispositions que le gouvernement est en train de prendre pour faciliter la participation aux élections à tous les partis politiques, je crois que tous les partis politiques qui sont en règle devraient se mettre en position d'aller à des élections communales apaisées, transparentes et ouvertes à tout le monde. Et je crois que la Sénat aussi a commencé à jouer sa partition. Le gouvernement a déjà convoqué le corps électoral pour le 17 mai. Donc tout le monde sait déjà à quoi s'en tenir et tout est ouvert. Je crois qu'il faut y aller en se disant c'est un enjeu majeur puisque nos communes aujourd'hui ont besoin d'un coup de fouet pour amorcer leur développement et les partis doivent positionner des personnes à même de jouer ce rôle de façon efficace. L'autre enjeu majeur, c'est que 2020 joue également 2021, puisque avec la nouvelle constitution, la question des parrainages, les maires vont jouer un rôle important. Donc je crois que tout le monde devrait se mettre dans un état d'esprit positif. On n'a pas eu suffisamment de temps pour
décortiquer complètement le sujet comme je le souhaitais. Si cela ne vous dérange pas, nous allons vous faire revenir la semaine prochaine, pourquoi pas, pour finir avec ce sujet-là qui est quand même d'actualité, les élections communales et municipales. Clotaire Oleyinde, on sait combien de fois vous êtes chargé, occupé dans votre nouvelle fonction. On vous souhaite bonne chance et merci d'être venu une fois encore. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce face-à-face, les municipales et les communales après les législatives. Quel enjeu? Nous reviendrons sur le sujet avec notre invité dès que cela sera possible. Merci d'avoir suivi ce débat et bonne suite. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.